Où je regarde, tu me dis. C'est là-dedans. Je regarde, ok, la caméra. Là-dedans, oui. Ici. Ok. Tu peux aller quand tu veux. Bon, je m'appelle Maristela Svampa, je suis argentine, je travaille depuis quelques années sur les mouvements sociaux et la sociologie politique, pas seulement sur l'Argentine, mais aussi sur quelques pays de l'Amérique latine. Donc, j'essaie d'analyser les inflexions les inflexions politiques par rapport aux mouvements sociaux dans les dernières décennies. Et je prends en considération surtout qu'en l'année 2000, quand même, il y a eu une inflexion politique très forte. Pendant les années 90, il y a eu pas mal de mouvements contre le néolibéralisme. D'abord, il faut se rappeler, les premiers mouvements contre le néolibéralisme en Amérique, ça a été le zapatisme, la révolte zapatiste qui a eu une répercussion pas seulement continentale, mais aussi globale. Je pense même que c'était le premier mouvement contre la globalisation néolibérale. Ensuite, il y a eu pas mal de soulèvements indigènes en Amérique latine, comme celui de la Conaille pendant les années 90 en Équateur. Aussi, en remettant en question les politiques d'ajustement néolibéraux. Mais de toute façon, il faut dire que c'est l'année 2000, c'est l'inflexion avec ce qu'on appelle la guerre de l'eau. La guerre de l'eau à Cochabamba, en Bolivie, ça a ouvert un nouvel scénario, on peut dire, parce qu'en plus, ça a été une bataille gagnée, ça a été une victoire. C'est-à-dire, les gens ont coordonné des différentes actions et des différentes organisations. Ça a été une coordination même horizontale entre des différentes organisations. Et ils ont réussi à chasser une multinationale de l'eau, une multinationale française. Et ça a été un point d'inflexion en Amérique latine parce que ça ouvre quand même une période plutôt offensive de lutte contre le néolibéralisme. 2001, ça a été l'année argentine, on peut dire. C'est-à-dire c'était en Argentine où il y a eu pas mal de mobilisations qui ont fini pour tomber les gouvernements et contre les politiques néolibérales. Et aussi, 2 ans plus tard, ça a été le cas pour l'Équateur. Donc, il y a eu des forts mouvements sociaux. Et ça, c'est important de les souligner parce que quand même, à partir de l'année 2000, on assiste à un changement en Amérique latine, c'est-à-dire à l'ouverture d'un nouveau scénario politique et à partir duquel on pouvait penser autrement les rapports entre les politiques, la société et l'économie. Et il y a eu l'émergence de différents gouvernements, on dit progressistes, progressifs, de gauche, centre-gauche. Mais il faut se rappeler donc que les changements n'est pas venu des partis politiques ou de la politique institutionnelle, il est venu justement de l'action des mouvements sociaux, indigènes, territoriaux, urbains, culturels même, contre le néolibéralisme dans ces pays-là. La Bolivie, l'Équateur, l'Argentine. On peut dire que dans la décennie qui suit, on va assister à l'émergence, à l'expansion de nombreux mouvements sociaux, et surtout autour de la question de la défense de la terre et les territoires. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau, mais quand même, il y a eu une expansion liée à l'émergence de conflits socio-environnementaux et liée justement à la multiplication des projets extractifs. Par exemple, l'exploitation contre la minerie à ciel ouvert, à grande échelle, et l'exploitation, l'expansion des frontières du pétrole, et l'expansion d'agrobusiness, les méga-dames ou les méga-barrages, et toute l'infrastructure au service de l'exportation des matières premières. Donc, dans les derniers 10 ans,
on assistait quand même à l'explosion des conflits socio-environnementaux et lié à cela à l'émergence de nombreux mouvements socio-environnementaux. Mais il faut dire aussi que quand même cette mouvance, c'est vraiment complexe au sens qu'il y a pas mal d'organisations et d'articulation des mouvements différents. Et il y a évidemment les organisations paysannes, indiennes ou indigènes, pensons encore à la CONAIE en Équateur, SIDOB, CONAMAC en Bolivie, mais aussi il y a eu l'émergence de nouvelles organisations liées liées à la lutte, liées à la lutte contre l'extractivisme, ce qu'on appellerait après, ce qu'on va appeler après l'extractivisme. Je pense par exemple à la CONACAMI au Pérou, que c'est une coordination de gens affectés pour l'exploitation minière à grande échelle, dans un pays avec une tradition, une forte tradition, disons, minière. Non? La CONACAMI, elle est née dans les années 90, mais c'est étendue dans les années 2000 et plus avant. Et donc, on a de nouvelles organisations et il y a aussi des petites et moyennes assemblées, des organisations avec un format d'assemblée dans plusieurs pays, par exemple l'Argentine. Dans des petites et moyennes villes, on va trouver des petites assemblées contre l'exploitation minière à ciel ouvert, et plus tard contre le fracking, contre l'expansion du soya, contre les méga-barrages, par exemple. Il y a aussi beaucoup de collectifs culturels. Hein? Ça, c'est une chose tout à fait liée aussi on peut dire, à la globalisation, au mouvement contre la globalisation néolibérale, l'expansion des collectifs culturels. Ce n'est pas une chose nouvelle, mais justement, ils vont s'ancrer, ils vont se relier à ces mouvements sociaux. Et beaucoup de jeunes, surtout beaucoup de jeunes, par exemple liés à la communication alternative, ou bien à l'art politique, ou bien à la pédagogie ou l'éducation populaire. Et il y a aussi des petites ONG qui sont partout, surtout dans les pays, je pense, pays comme l'Équateur, la Bolivie, le Pérou. Il y a pas mal de ONG qui ont une logique de mouvement social. C'est-à-dire qu'ils exercent pas seulement une action institutionnelle, mais aussi une action dite non institutionnelle, l'action directe, liée avec les mouvements sociaux. Et enfin, il y a aussi dans cette, disons, ces organisations, ces grandes organisations, ces réseaux d'organisations plutôt, il y a aussi des experts, des universitaires. Pourquoi ça? Parce que quand même, pour lutter contre les diverses formes d'extractivisme, il faut développer un savoir expert qui remet en question justement les discours dominants, les discours des entreprises et aussi les discours des gouvernements. Donc ce n'est pas un hasard qu'il y a un développement très fort d'un savoir contre-expert, on peut dire, ou indépendante, qui s'articule avec les savoirs locaux. Donc on a une nouvelle cartographie des luttes en Amérique latine, ça il faut le dire. Et on a une nouvelle cartographie des luttes liée à ce que un chercheur mexicain, Enrique Leff, qui est l'un des fondateurs de la pensée environnementale en Amérique latine, a appelé les processus d'environnementalisation des luttes, joliment, pour désigner justement ce processus complexe d'articulation des luttes différentes autour de l'environnement. Et moi, j'appelle ça plutôt les tournants éco-territoriales. Pourquoi j'appelle les tournants éco-territoriales? Parce que quand même, il y a des divers discours qui se sont articulés.
Évidemment, ce n'est pas une articulation linéaire, c'est toujours complexe, mais on a d'abord un discours qui a une maîtrise plutôt indigène ou indianiste, qui relève surtout de la cosmogonie, la cosmovision indigène, qui quand même a une vision autre du rapport entre l'homme et la nature, et qui est révalorisée justement à ce moment-là, dans ces moments de lutte. Et ensuite, il y a le discours écologiste aussi. Le discours écologiste qui est pris par des ONG, des experts, des nouvelles assemblées urbaines. Et donc, vous trouvez que ces deux discours sont articulés autour de la défense du territoire. Donc, c'est le territoire qui devient le lieu des disputes et les langages de valorisation que les gens vont élaborer autour du territoire contre les discours dominants. Les discours dominants, étant donné qu'il y a un langage plutôt axé sur l'idée du territoire efficient, du territoire productif, même d'un territoire qui est conçu et qui est seulement valorisé par ce qui compte pour le capital. Donc, un territoire qu'on peut vider même de ce qu'on n'est pas valorisé par le capital. Donc, des territoires socialement vidables. Non? Et ça, c'est une idée très forte parce que quand même, les gens comprennent que quand arrive un projet méga extractif, comme par exemple l'exploitation minière à grande échelle, je parle de méga projets. Les méga projets, ils font une occupation intensive du territoire. Et donc, il y a la tendance à réorienter les économies, à déplacer les économies locales et les restructurer en fonction de cette nouvelle activité qui pour la plupart, consolide un enclave d'exportation, comme c'est le cas de la minerie, de l'exploitation minière à grande échelle pour l'exportation. Donc, les gens perçoivent justement que le territoire est en danger et ils développent un langage autre que les langages productivistes, que les langages efficientistes, que les langages qui voient le territoire comme sacrifice, qui déploient une vision sacrificielle du territoire.